Maintenant, je vous propose de donner la parole à Christophe Sellette, qui est donc fondateur de la société Auxène, qui propose du conseil en développement de ressources humaines aux entreprises. Donc Christophe, vous allez nous expliquer finalement les enjeux économiques et sociaux que représente la conciliation de la parentalité et des temps de vie pour les entreprises. Allez-y. Bonjour à toutes. Bonjour aux quelques hommes qui ont eu le courage de venir à un colloque sur la parentalité. Ça fait un peu peur, mais vous verrez, ça va bien se passer quand même. Oui, je dis ça parce que souvent il y a peu d'hommes dans ce type de colloque. Or, quand on regarde les sujets de parentalité, d'articulation des temps de vie, c'est souvent les femmes qui sont les plus concernées parce qu'elles portent l'inégalité de la répartition des tâches et puis également la parentalité souvent. Or, si on regarde la croissance en France ces 30 dernières années, c'est principalement les femmes qui l'ont faite, puisque c'est grâce à l'entrée des femmes sur le travail, alors ça date de maintenant il y a 30 ans, mais que la croissance en France s'est faite, et puis donc maintenant charge aux hommes de s'émanciper par la famille, entre guillemets, c'est comme ça qu'on continuera peut-être à avoir de la croissance, je dirais, dans ce pays. Après cette entrée en matière militante, je vais peut-être me présenter rapidement en quelques mots. Donc je suis Christophe Sellette. Effectivement, je suis consultant en développement des ressources humaines. Alors j'ai eu, moi, un passé, un lourd passif même de cadre en entreprise, où j'ai eu plusieurs activités de direction, de management dans des PME et dans des grandes entreprises. Et j'ai également fait une partie de ma carrière comme consultant, comme manager de consultant, en développement commercial, en marketing. Enfin, j'ai à peu près tout fait dans certaines boîtes de conseil. Et je suis aussi papa de 4 enfants en garde alternée. C'est comme ça que je suis venu un petit peu à la conciliation, comme beaucoup d'hommes, sur le tard peut-être. Et donc, effectivement, j'en ai tiré la conviction qu'il fallait qu'on change notre façon de travailler en France, parce que c'était un gage, bien sûr, de qualité de vie au travail et également de performance pour les entreprises. Donc, tout le monde avait à y gagner. Donc, j'ai fondé en 2012 un cabinet qui s'appelle Auxène. Donc on intervient, nous, on est spécialisé sur les questions de conciliation des temps de vie. On l'appréhende pas tout à fait le sujet de cette manière-là, je dirais, en entreprise, mais on travaille sur des questions de parentalité, de déplacement domicile-travail, tout ce qui facilite la vie quotidienne sur le lieu de travail, et on fait donc de la formation, du conseil et de l'accompagnement au changement dans ce domaine. Je vais essayer d'appuyer sur le bon bouton, c'est l'autre. Alors, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Tempo Territorial. On parlait des acteurs publics tout à l'heure, enfin, Julie Coquille en parlait. Tempo Territorial, c'est un réseau d'acteurs publics qui travaille sur ces questions d'articulation des temps de vie au niveau des territoires. La ville de Saint-Denis en fait partie, Paris a un bureau des temps, Lyon, il y a un certain nombre de villes. Donc, c'est effectivement pour améliorer les questions de facilitation des temps au niveau des territoires par les transports, la mise en place de crèches, etc., etc. On est également membre du réseau ANACT, donc on travaille avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, notamment avec ce qu'on appelle les ARAC, les agences régionales, sur de la conduite d'un certain nombre de missions autour de ces questions de conciliation des temps. On intervient dans des dispositifs plus nationaux autour de l'égalité professionnelle femmes-hommes ou de la qualité de vie au travail. On a notamment mené une étude pour le Fonds social européen sur les liens entre la compétitivité des entreprises et l'articulation des temps. Et on est dans des dispositifs nationaux également liés à l'égalité. Et puis, on dispense des formations management, des formations RH, dans le cadre de masters, notamment à l'IAE de l'Université Lyon 2. Voilà, alors, les présentations étant faites, qu'est-ce qu'on a à gagner, je dirais, à favoriser l'articulation des temps de vie, et en particulier en entreprise. Alors, avant de se focaliser plus précisément, je dirais, sur l'entreprise, on peut parler, je dirais, des différents enjeux. Alors, on a tous à y gagner. D'abord, les individus, salariés ou pas. On s'aperçoit que favoriser l'articulation des temps de vie, c'est éviter des risques d'épuisement professionnel, de surmenage, c'est d'avoir plus de temps à passer en famille, d'accord ? Donc pour la famille, c'est d'avoir une meilleure relation avec ses enfants. Les enfants attendent beaucoup quand on interroge les adolescents sur la perception qu'ils ont de l'entreprise. Ils ont peur. Ils disent, oh là, mais l'entreprise, on ne comprend pas, c'est très compliqué, nos parents stressent avant d'aller travailler le matin, etc. Donc c'est important, effectivement, je dirais, d'avoir ces éléments-là en tête dans l'avancement de la famille. Les relations conjugales sont importantes aussi. Il y a une étude qui a été faite par Technologie il y a quelques années. On dirait même que le stress, la conciliation des temps, ça a un impact sur la sexualité. Donc on parlait d'une démographie importante, mais c'est important pour la famille de maintenir également un bon niveau de démographie. Et il y a des enjeux pour la société à ne pas avoir trop de divorces, à continuer à avoir une démographie qui est importante, parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont sous-jacents à ça. C'est également important pour la collectivité.
hein, parce que quand on a du temps, on peut s'impliquer dans la vie de la collectivité, hein, dans des associations, sur les loisirs, dans du bénévolat ou simplement dans la vie publique. Hein. Là aussi, on parle souvent également de l'implication des femmes dans la vie politique. Et puis, il y a un gain également pour toute la société, parce que la conciliation des temps, ça a un impact sur les dépenses de santé, hein, et puis sur la natalité, sur les divorces, comme je vous le disais. Donc, il y a un coût global pour la société sur ces questions de la conciliation des temps. Maintenant, si on se focalise plus précisément sur le domaine de l'entreprise, là aussi, il y a un certain nombre d'enjeux forts. Hein, et en plus, ça a été un petit peu déjà dit à travers l'étude, des enjeux qui sont gagnants-gagnants. On pourrait dire, oui, mais la conciliation des temps, finalement, nous, on l'a subie, puis c'est la société, l'entreprise qui va en bénéficier, je dirais, en termes d'argumentaire. Non, on s'aperçoit qu'effectivement, tout le monde a y gagné, et que le salarié a gagné en conditions de travail, et que l'entreprise a gagné sur un certain nombre de sujets. Je me rends compte qu'on n'a pas donné de définition un peu de ces questions d'articulation des temps et de parentalité. Moi, j'en ai une à proposer, hein, elle est soumise au débat, mais je dirais que pour moi, l'articulation des temps de vie en entreprise, c'est prendre en compte la situation familiale et sociale d'un salarié pour en faire un facteur finalement d'amélioration des conditions de travail, de la qualité du travail et du coût du travail. Donc on est vraiment sur des enjeux socio-économiques qui sont très très importants. On trouve bien les conditions de vie au travail, hein, donc effectivement l'épanouissement des salariés, mais des éléments économiques, je dirais, également pour l'entreprise. Voilà. Il y a beaucoup d'enjeux donc économiques et puis sociaux, effectivement, à favoriser l'articulation des temps de vie en entreprise. Je ne vais pas tous les détailler. Il y a deux types de facteurs. Il y a des choses qui sont directement mesurables, hein, et quantifiables. Et puis il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées à démontrer, qu'on appelle des soft factors, mais qui vont être de levier pour agir sur des éléments, je dirais, moins sensibles, moins mesurables, je dirais, de l'entreprise, mais qui sont peut-être les plus importants en termes de création de valeur. Vous savez, je prends un peu le sujet dans le désordre, de plus en plus, dans la façon dont on valorise les entreprises, on valorise des choses qu'on appelle le capital immatériel. Les clients, la réputation, la marque et le capital humain. Et le capital humain, dans la valeur de l'entreprise, gazeux, donc il n'est pas forcément dans le bilan, le capital humain, hein. En tout cas pas en totalité. Mais quand on valorise le capital humain, on s'aperçoit effectivement qu'il a énormément de valeur dans la valorisation d'une entreprise. Bon, on regarde des sociétés comme Facebook, Google ou d'autres, hein. Et également, le capital humain, il a un deuxième effet, c'est qu'il crée de la valeur durablement, je dirais, pour l'avenir. Donc c'est important, je dirais, de bien intégrer cette richesse d'un point de vue économique. Alors, quels sont un peu les bénéfices qui peuvent être attendus d'une bonne conciliation? Alors d'abord, dans le directement mesurable et quantifiable, c'est l'absentéisme. Tout l'absentéisme n'est pas dû à des raisons médicales. Vous avez une part du petit absentéisme. Absentéisme, le mot est un peu péjoratif, hein, mais il faut vraiment intégrer la notion de petites absences, etc., enfin, ou de taux d'absence, hein, que ça soit fait par convention, les congés pour enfants malades, que ça soit des problématiques de RER A ou autre chose, donc de déplacement qu'on subit, hein, voilà, ou d'absentéisme un petit peu différent. Donc tout ce petit absentéisme, il est très très important, je dirais, on le valorise à entre 7 et 40%. Il y a un sociologue qui s'appelle Denis Monneuse qui aurait valorisé ce type d'absentéisme, de petit absentéisme de moins de 3 jours à environ 7%. Donc 7% de l'absentéisme en France serait dû à des retards, à du temps passé au travail à régler des problèmes personnels, à des petites journées d'absence ou des demi-journées d'absence, encore une fois, pour des raisons administratives, pour des raisons sociales, pour des petites raisons médicales, etc. Ou simplement parce qu'on a épuisé tout son stock de jours de congé, hein, où on ne peut pas effectivement se mettre en maladie. Donc on va dévier ces questions de petit absentéisme pour le faire passer sur un plan médical. Donc ça, c'est très très important. L'absentéisme, globalement, une journée d'absentéisme, c'est entre 1 et 4 jours, je dirais, de conséquences en termes de masse salariale. Donc c'est très très important, je dirais, sur les résultats économiques de l'entreprise. Si on zoome un peu plus sur la parentalité, un prestataire de services américain avait mesuré, ça date un petit peu, maintenant ça date de 2008, mais globalement que 60 à 65% des salariés par an sont victimes une fois dans l'année d'un problème de rupture de mode de garde. D'accord ? Donc ça arrive souvent. Et un rupture de mode de garde, en moyenne, c'est 3-4 heures d'inefficacité. Le temps de régler le problème, d'appeler la nounou, etc., etc. Donc imaginez sur
un ensemble de salariés, sur 1400 salariés comme la SACEM, enfin tous ne sont pas effectivement pas de problème de garde ou des petits-enfants, mais imaginez ce que ça peut effectivement donner en termes de quantification, je dirais, du sujet. Donc c'est un poste très très important. Peut-être un deuxième objectif ou un deuxième enjeu de cette question de la conciliation des temps, c'est la motivation. Toutes les études qui sont menées en termes de psychologie du travail montrent que les salariés qui sont épanouis, en fait, sont beaucoup plus motivés et génèrent une dynamique collective qui est beaucoup plus importante. Ils ont une meilleure conscience professionnelle, ils développent des comportements d'entraide par rapport à leurs collègues. Regardez, quand vous avez un dossier, effectivement, vous avez un collègue stressé, vous récupérez un petit peu les dossiers comme vous pouvez. Quand vous avez un collègue, effectivement, qui est plutôt épanoui, il vous prépare le travail, et en amont, vous allez avoir une meilleure efficacité, je dirais, collective. Les salariés épanouis prennent plus d'initiatives, ils se montrent plus responsables, ils ont une meilleure relation avec les clients, ils travaillent mieux, ils travaillent plus vite, sans en avoir, je dirais, forcément conscience, et puis ils véhiculent une image positive de l'entreprise à l'extérieur, parce qu'ils sont fiers d'incarner leur entreprise, parce qu'ils sont bien, je dirais, dans l'entreprise. Alors les composantes de la motivation, elles sont différentes, elles sont propres à chacun, mais dans tous les cas de figure, dans la motivation, la question de la conciliation des temps, elle rentre en compte, quels que soient effectivement les mécanismes de motivation personnelle de chacun. Rappelez-vous, il y a quelques années, on entendait souvent des propos du type « Ah ben moi, quand j'arrive au boulot, je laisse mes problèmes à la porte. Je laisse mes problèmes personnels à l'entrée du bureau. » Mais ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Quand vous avez un problème de garde d'enfant ou vous arrivez stressé parce que vous avez eu un problème de transport, vous n'êtes pas complètement disponible intellectuellement pour votre travail. Donc effectivement, cette porosité, je dirais, entre les temps, elle est de plus en plus prégnante et de toute façon, on est obligé de l'assumer. Donc ces questions de motivation, elles sont peut-être ce que j'appelais en termes de soft factors, encore plus importantes que les valeurs de l'absentéisme. Alors on ne peut pas forcément les quantifier, mais soyez persuadés qu'il y a un levier de développement de la motivation et de l'épanouissement des salariés qui est très très important à partir du moment où on s'engage sur des mesures, je dirais, de conciliation des temps. Et puis individuellement, un salarié qui est épanoui pour soi-même, c'est aussi un meilleur développement des compétences, de la capacité d'initiative, de l'autonomie, une expertise accrue, plus d'intelligence collective. Donc individuellement, on en profite aussi au niveau de sa propre personnalité et de sa propre compétence, je dirais, professionnelle. Alors, on parlait de motivation et d'image de l'entreprise. Ça me fait venir sur un autre élément intéressant de l'articulation des temps, ou un autre enjeu, qui est l'attractivité de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur pour recruter de nouveaux talents et également pour fidéliser et pour faire évoluer, je dirais, les compétences et les talents en interne. Ça peut paraître paradoxal de parler d'attractivité d'entreprise dans une société où il y a plus de 3 millions de chômeurs. Et pourtant, on se rend compte que même en période de crise, vous avez certains secteurs qui sont en pénurie de ressources, en tension sur les ressources. Et vous avez déjà des secteurs qui commencent à s'engager, je dirais, sur des sorties de crise et qui commencent à mettre en place des solutions pour attirer plus de talents ou pour fidéliser des compétences en interne, parce qu'effectivement, elles anticipent, je dirais, la sortie de crise. Aujourd'hui, l'articulation des temps de vie, ça devient un critère majeur de l'attraction des talents. Julie Coquille en parlait. On voyait effectivement comment la courbe, je dirais, baissait à mesure. Mais alors, le rapport au travail a complètement changé, et en particulier dans les jeunes générations. Et aujourd'hui, la question de l'articulation des temps de vie, selon les différentes études, elle devient numéro 1, numéro 2, numéro 3, je dirais, dans les critères d'attraction, je dirais, des talents. Et puis même, lorsque vous êtes en poste, on s'aperçoit que les compromis temporels qu'on effectue en tant que salarié, ils sont souvent bâtis autour de la maison ou de l'appartement familial qu'on possède, je dirais, à un endroit, ou alors, effectivement, de l'organisation familiale qu'on a établie avec la garde d'enfants. Et puis, on s'organise en fonction de ça. Et souvent, on va être amené à changer d'entreprise à partir d'une boîte parce qu'on aura une trop forte tension, je dirais, sur notre compromis temporel, et donc on va essayer d'aller travailler plus près de chez nous, ou alors simplement on va refuser un poste en termes d'évolution parce qu'on considérera qu'on se mettra simplement des barrières, parce qu'on considérera qu'on n'est pas capable d'assumer, en termes de compromis temporel, cette évolution finalement qu'on va nous proposer. Donc ça joue très très fortement également sur la façon dont sur l'attitude qu'on va avoir par rapport à notre propre évolution au sein je dirais, de l'entreprise. Donc c'est pas seulement un enjeu pour l'entreprise, mais également pour les salariés. Voilà. Autre point, c'est peut-être le temps partiel dont il faut parler. Alors, encore une fois, j'essaye de me focaliser sur quelques enjeux. Il y en a beaucoup, et ils sont vraiment très variés. Et encore une fois, tout le monde a à y gagner sur ces thèmes de l'articulation des temps. Alors, en France, il y a à peu près 18% de salariés à temps partiel.
c'est majoritairement des femmes. Hein, parmi ces salariés, 3 sur 10 souhaiteraient travailler plus longtemps. D'accord ? Donc avoir effectivement un temps de travail qui soit un peu plus important. Dont les 2 tiers dans le cadre de l'emploi qu'ils ont. Donc c'est pas un problème, je ne me plais pas dans mon emploi, c'est un problème, c'est que je voudrais bien travailler plus. Alors généralement, le temps partiel, on le segmente en 2 parties. Je pense que c'est des termes que vous avez déjà entendus. C'est le temps partiel subi. Hein, le temps partiel subi, ça veut dire je voudrais travailler plus, mais il n'y a pas de boulot, globalement. Et puis le deuxième aspect, c'est le temps partiel choisi. Je voudrais travailler plus, mais j'ai des questions de conciliation des temps, où je garde mes enfants à la maison, je fais ce type de choses. Mais en fait, le temps partiel choisi, ça donne un peu une image positive de la chose, mais je pense qu'en grande majorité, les salariés parents voudraient bien travailler plus s'ils avaient des problèmes s'ils avaient des solutions, pour leur aider à mieux garder leurs enfants, à avoir une meilleure conciliation des temps, à se déplacer plus facilement ou être plus proche de leur travail, etc. Donc la notion de temps partiel choisi, il est aussi discutable, je dirais, dans la façon dont on aborde les choses, quoi. Bon, mais, et ça montre effectivement que avec un meilleur équilibre des temps, finalement, on pourrait avoir une meilleure conciliation. Quand on regarde le taux d'emploi des parents, mais surtout des femmes, puisque c'est les femmes qui portent la parentalité, on s'aperçoit, avec les chiffres de l'INSEE, qu'il y a un décrochage, c'est pas très révélateur, mais de 20 points du taux d'occupation. Hein, donc globalement, à partir du 2e enfant, sur une certaine période de la vie, et surtout à partir du 3e enfant, paf, il y a un décrochage de 20%, je dirais, du taux d'occupation des femmes. Donc tout ça veut dire trouver des solutions pour la parentalité, ça voudrait dire effectivement améliorer le taux d'occupation, je dirais, des femmes. Et améliorer le taux d'occupation des femmes, ça a aussi des enjeux pour l'entreprise, parce que ça veut dire gérer des temps partiels, hein, en tout cas augmenter le taux d'occupation, je dirais, des salariés en interne, ça veut dire réduire des coûts RH, et ça veut dire aussi réduire des coûts de management. Alors quand je dis réduire, c'est pas se séparer d'un certain nombre de personnes, mais ça veut dire faire des économies, je dirais, sur les processus RH et sur les processus du management. Un mot également sur la santé au travail, puis j'en aurai fini parce que je pense que je vais être dans les temps. Alors, en fait, une mauvaise conciliation des temps, ça a un impact négatif sur la santé à long terme. Bon, d'abord, ça génère du stress. Hein. Tout le stress n'est pas dû à l'entreprise ou au manager. Vous avez une partie du stress qui est liée effectivement à vos difficultés de conciliation. Quand vous arrivez effectivement complètement stressé parce que vous avez eu une panne de RER le matin, encore une fois, je veux dire, c'est un stress qui est exogène, qui est généré par le travail, mais qui n'est pas, je dirais, qui est pas dû à l'entreprise. Alors, l'INRS, dans ces facteurs de stress, l'INRS, c'est l'Institut national de recherche scientifique, pointe dans les facteurs de stress la question de la conciliation des temps, et notamment l'inadaptation aux horaires biologiques et puis aux horaires de la vie sociale également. Par ailleurs, une mauvaise articulation des temps de vie, ça réduit les temps physiologiques et les temps de loisirs. Donc, mauvaise alimentation, moins de sommeil, moins de temps passé sur une meilleure hygiène de vie, etc. Et donc tout ça, ça a un impact, je dirais, sur la santé au travail. Parce que les grandes causes, je dirais, de pathologies de santé, maintenant, on les connaît. Et puis, Julie Coquille l'indiquait tout à l'heure, en fait, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, la conciliation des temps, c'est devenu un des fondamentaux, finalement, du bien-être au travail, je dirais, pour les salariés, quoi. Voilà. Puis, pour en terminer, on dit que la parentalité, c'est le métier le plus difficile du monde. Je ne sais pas, mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une forme d'enrichissement des temps sociaux et que ce qu'on fait dans la sphère privée ou dans la sphère familiale, ça profite également, je dirais, en termes de compétences professionnelles et réciproquement. Et qu'il y a un cercle vertueux qui peut se mettre en place comme ça, hein, et que ça permet, je dirais, aux salariés d'entretenir sa ressource et sa performance, je dirais, sur le long terme. Donc c'est du durable. Voilà. En synthèse, vraiment, le monde a changé, le rythme et l'organisation du travail a changé. La famille a changé, hein, je pense que ce sera l'intervention de Myriam Bobbio. On n'est plus dans la famille nucléaire classique où monsieur était la production, madame à la reproduction, ça c'est terminé. Hein, le prix du foncier également, il a augmenté, hein, vous le savez bien à Paris, donc les banlieues se sont étalées, tout s'est compliqué, donc il faut aller de plus en plus loin, et les temps de transport et les accidents de transport ont également augmenté, et puis les technologies de l'information ont rendu très très poreuses ces questions de frontières entre travail et hors travail, et donc aujourd'hui, c'est même plus un enjeu, hein, c'est un changement de paradigme qu'il faut prendre en compte au sein des entreprises, et qu'une entreprise qui va s'occuper des conciliations des temps, elle va être plus agile, plus solide, elle innovera mieux, elle parviendra mieux à aborder le changement. Et puis également, ne rien faire en termes de conciliation des temps, c'est ça qui a un coût pour les entreprises. C'est ne rien faire qui a un coût. Voilà, merci.